L'homme et son évolution possible, chapitre 2 ou deuxième conférence. Nous allons poursuivre dans cette vidéo l'étude que nous avons amorcée dans la première vidéo. Je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez poser les bases, mais je vais de toute façon faire un résumé, quoi qu'il en soit. Donc, après avoir posé les bases dans la première conférence, dans la première vidéo, de ce qu'était cette psychologie véritable dont il est question dans cet ouvrage, cette science ancienne qui a été oubliée, mais qui s'est déguisée derrière les masques de la philosophie, voire de la religion, des danses sacrées, puis de l'astrologie, de la magie, de l'alchimie, puis dans le symbolisme ou la maçonnerie. Elle est donnée de manière claire et directe dans cet enseignement de la quatrième voie qui a été connu notamment grâce à Piotr Demanovitch Ouspensky. Grâce à cet auteur dont il est question ici, non seulement dans ses conférences, mais je rappelle qu'elles ont été publiées d'abord dans un cercle très restreint, puis elles ont été publiées ensuite après la mort d'Ouspensky, mais la quatrième voie a surtout été connue grâce à son livre référence, Fragments d'un enseignement inconnu. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'expliquais dans la première vidéo que ce livre tirait d'abord un exemplaire extrêmement restreint pour les élèves d'Ouspensky, a été écrit au début du siècle dernier, dans la première moitié, et qu'il donnait l'ossature, ces 6 conférences donnaient l'ossature la plus importante de la quatrième voie, la structure. Donc j'ai trouvé important de partir de ce livre, non pas pour le résumer, comme on fait habituellement, mais pour pouvoir partager les idées importantes de la quatrième voie à travers ces conférences d'Ouspensky et développer et peut-être donner une petite tonalité plus moderne. Certains mots peuvent heurter certaines personnes et expliquer, donner ma vision personnelle de ce que l'auteur essaie de transmettre dans cette conférence, autant qu'il m'est possible. Il est très difficile de résumer ce livre puisque c'est déjà un condensé. Donc on va plutôt partir des idées un peu forces de ces conférences et ensuite développer, quand c'est nécessaire, en faisant des références avec la quatrième voie et l'énéagramme. Donc je vais faire un résumé de la première vidéo. En tout cas, je vais reprendre les éléments les plus importants pour comprendre ce qui va suivre. Si vous avez déjà regardé la vidéo, si vous l'avez bien comprise, vous pouvez passer les résumés, notamment dans la barre en rouge sur la vidéo. En bas, lorsque vous bougez votre souris, vous allez sur le chapitre qui suit le chapitre résumé, ou bien dans la description. Si vous n'y arrivez pas, dans la description, il y a tous les chapitres avec les timecodes. Vous cliquez sur le timecode, l'heure, l'indication du temps, et vous cliquez dessus, ça vous emmène directement sur le chapitre suivant. Donc, pour résumer, synthétiser, Ouspensky nous parle de l'approche de M. Gurdjieff qui considère l'être humain constitué de 7 centres. On peut considérer 2 centres supérieurs auxquels nous n'avons pas accès, notamment parce que les centres inférieurs ne sont pas harmonisés et équilibrés, correctement développés et correctement reliés les uns avec les autres. Ces 3 centres inférieurs, ou plutôt ces 4 centres inférieurs, puisqu'on peut rassembler le centre instinctif et le centre moteur, mais il parle lui de 4 centres. Le centre intellectuel, il parle de fonctions qui concernent tous les processus mentaux, à savoir la perception des impressions, la formation de représentations et de concepts, le raisonnement, la comparaison, l'affirmation, la négation, la formation des mots, la parole et l'imagination. La fonction émotionnelle qui concerne le sentiment et l'émotion, la fonction motrice, travail externe de l'organisme, et puis toutes les mémoires physiques. Quelque part, on peut parler des engrammes, toutes ces mémoires que l'on porte en nous, qui sont inscrites dans notre corps, dans notre centre moteur. Il le disait déjà il y a une centaine d'années.
Et puis la fonction instinctive, donc je l'ai placée au-dessus, mais en réalité elle va plutôt en dessous puisqu'elle est inconsciente. C'est le travail interne de l'organisme, les sens neutres, c'est-à-dire je prends un objet et je le soupèse. C'est neutre, il n'y a pas de notion d'agréable ou de désagréable. Mais ça intègre aussi les émotions physiques, donc les sensations qui ne sont pas neutres, qui sont agréables ou désagréables, et les réflexes. Je mets la main dans le feu, ma main se retire spontanément. C'est un réflexe. Tout ce qui est inné. Alors que la fonction motrice, c'est tout ce qui est acquis, y compris ce que j'ai acquis pendant l'enfance, y compris des choses qui me semblent totalement mécaniques, en tout cas totalement instinctives, mais qui ne sont pas liées à l'instinct, qui ont été apprises, soit directement et activement, soit passivement par imitation. Premier point, nous sommes constitués de 7 centres, les 2 centres supérieurs, ces 4 centres, et la fonction sexuelle. Enfin, il parle d'abord de fonction. La fonction sexuelle qui est étudiée plus tardivement, qui apparaît plus tardivement, contrairement à ce que la psychologie moderne, à l'époque peut-être par les de Freud, prétend. La fonction sexuelle arrive bien plus tard dans l'organisme, quand les 4 fonctions dont nous avons parlé sont déjà pleinement développées. Parce qu'il est nécessaire, dit-il, de bien connaître la machine si on veut développer cette machine. Il compare l'homme, l'être humain, à une machine qui est constituée de schémas, on dirait aujourd'hui, qui reçoit des impulsions depuis l'extérieur et réagit aux influences extérieures, influences qui viennent appuyer sur certains mécanismes qui se mettent en branle tout seuls. On pourrait dire j'ai réagi spontanément, j'ai réagi instinctivement. En réalité, j'ai réagi mécaniquement. Les choses se font à travers moi. Je n'ai pas vraiment de pouvoir sur ces mécanismes que j'ai acquis depuis la plus tendre enfance. Sauf si je modifie mon degré, mon niveau de conscience. Et donc, il aborde la notion apportée par M. Gurdjieff des 4 états de conscience qui sont accessibles à l'être humain. Donc on va se concentrer sur les 4 états de conscience. Là, c'est un schéma personnel, mais parce que l'état de conscience est forcément lié à l'état de l'attention. Ça, on y viendra plus tard. Donc de l'inconscience à la conscience, il parle de 4 états. Le sommeil, dans lequel nous passons nos nuits, et l'état de veille ordinaire, dans lequel nous passons nos journées, qui ne diffère pas vraiment de l'état de sommeil, qui est peuplé de rêves, de fantasmes, de rêveries, de projections, de représentations. Il parle d'un autre état de conscience qu'il nomme conscience de soi, que j'ai nommé ici rappel de soi, et de l'état de conscience objective. On va en parler un peu plus, donc, pour resituer le contexte. Et il explique que pour s'observer, il faut commencer par observer les fonctions en nous. Et notamment, dit-il, toutes les fonctions que j'ai nommées se manifestent dans l'un ou l'autre des états de conscience, notamment des 3 premiers états de conscience, puisque dans la conscience objective, la réalité est perçue indépendamment de toutes ces fonctions. C'est une vision absolument radicale de la réalité, à partir de la conscience pure, si on peut le formuler ainsi. Donc, ces 4 fonctions principales, donc l'instinct, je répète, j'aurais dû le mettre en bas, et le centre moteur plus haut, parce que le centre moteur est vraiment l'un des 3 centres inférieurs, centre moteur, centre émotionnel, centre intellectuel. L'instinct est plus proche du centre sexuel parce qu'il est inconscient. Donc toutes ces fonctions peuvent se manifester dans les différents états de conscience, le sommeil, l'état de veille et le rappel de soi ou la conscience de soi. Simplement, ces fonctions se manifestent différemment. Il suffit de prendre un exemple, l'imagination. Dans l'état de sommeil, l'imagination crée des rêves totalement coupés de la réalité. Dans l'état de veille ordinaire, l'imagination crée des rêveries dans lesquelles je suis presque coupé de la réalité, parfois complètement coupé, parfois à moitié coupé de la réalité. Et puis elle produit des représentations, des projections, des attentes, etc. Dans le rappel de soi, l'imagination a une visée plus créatrice, elle est utile. Puisque je suis dans l'inconscience dans ces 2 états, les fonctions se manifestent avec une certaine irrationalité, surtout dans le sommeil, mais également dans l'état de veille ordinaire. Alors qu'ici, je suis plus en contact avec la réalité. Donc les fonctions se manifestent de manière réelle, dans le rappel de soi. Donc voilà les éléments fondamentaux de la première conférence. Nous allons maintenant passer à la
deuxième conférence. Alors Ouspensky ouvre cette conférence par ce qui est probablement le point le plus important dans ce travail intérieur, si toutefois on fait exception de cette distinction dont on a parlé entre les sens et la personnalité, mais on va y revenir. Cette notion par laquelle il commence et qui est fondamentale, c'est celle des 4 états de conscience possibles pour l'être humain. Donc il va approfondir ce point que je viens de rappeler. Mais j'ajoute que si on comprend que l'évolution de la conscience est tout à fait parallèle au développement de l'essence, on réalise qu'il ne s'agit pas de deux sujets différents en compétition, cette distinction essence-personnalité et cette distinction entre les 4 états de conscience qui nous sont possibles, qu'il s'agit en fait de la même chose, le développement de l'essence. Donc, de ces 4 états de conscience possibles, nous passons notre vie entière dans les 2 premiers états. On pourrait considérer un cercle qui représente ces 4 états de conscience. La partie inférieure du cercle, si on le divise en 2, représenterait la nuit, l'obscurité, l'inconscience, voire l'inconscient. La partie supérieure du cercle représenterait le jour, la lumière, la conscience et aussi le développement de l'essence. Donc voici comment on pourrait représenter ce cercle. Ça c'est moi qui commente, c'est pas Ouspensky qui le présente de cette manière, mais on pourrait voir effectivement ce cercle divisé en 2. Ici, la nuit, le rêve, l'illusion, et puis au-dessus, partie supérieure du cercle, la réalité, l'éveil. En haut, le jour, en bas, la nuit. Et nous vivons nous-mêmes notre nuit dans le sommeil et notre jour dans un état de veille qui est un état d'illusion. C'est la Maya des hindous. Or, nous pouvons accéder à ces 2 autres états, mais M. Ouspensky nous dit que nous vivons notre vie, en fait, il ne fait que reprendre M. Grosjev, nous vivons notre vie dans un immeuble à 4 étages, dans lequel nous n'occupons que les 2 premiers. Les 2 étages supérieurs nous sont inaccessibles. La conscience de soi et la conscience objective. Donc le premier état de conscience, si on commence par le bas, c'est le sommeil. Et nous passons un tiers de notre vie dans le sommeil. Là aussi, un point intéressant que je vais ajouter, c'est le côté fractal. J'en parle souvent en ce qui concerne la loi de 3. Je vous renvoie vers la vidéo sur la loi de 3. Et c'est quelque part ce qui constitue l'énéagramme que ce caractère fractal de la loi de 3, notamment l'énéagramme des 9 types et des 27 sous-types. Pour la loi de 3, nous pouvons diviser chaque centre en 3 parties qui reprennent à chaque fois les centres, ou 4 centres, 4 sous-centres. Dans la partie instinctive, il y a une partie instinctive pure, une partie motrice, les mouvements réflexes, je mets la main dans le feu, je l'enlève, une partie émotionnelle, les sensations désagréables, et une partie intellectuelle qui gère toute la circulation du sang, la division cellulaire, la digestion, sans que je n'ai rien à connaître de tout ce qui se passe à l'intérieur. Il y a dans chaque centre, chaque fonction, des sous-fonctions où on retrouve de manière fractale toutes les fonctions à l'intérieur d'une même fonction, ce que j'appelle les sous-centres. Dans le sommeil, nous pouvons aussi le diviser en 4 stades, 4 états, 4 grandes phases. Le sommeil est cyclique, donc ces phases se répètent les unes après les autres. La phase qu'on appelle N1, c'est un sommeil léger, extrêmement léger. C'est la phase de l'endormissement qui dure seulement quelques minutes. Elle est très superficielle et elle est très facile à interrompre. La phase qu'on appelle N2 est une deuxième phase de sommeil léger, mais il commence à être plus profond que la première. On peut moins facilement se réveiller et on commence déjà à partir dans une forme de rêverie. Elle représente, la phase N2, 50% du temps de sommeil. La phase N3, le sommeil profond, qu'on appelle aussi sommeil à ondes lentes, est une phase de récupération physique importante. C'est le sommeil dans lequel nous récupérons vraiment. Et enfin, le sommeil paradoxal, ou sommeil REM, Rapid Eye Movement, parce qu'il est caractérisé par des mouvements oculaires rapides et une activité cérébrale accrue, ainsi que des rêves intenses. Le corps est paralysé, mais le cerveau est très actif, dans un état similaire à l'état d'éveil. Alors pourquoi je parle des phases de sommeil? Premièrement, comme je l'ai dit, pour montrer le côté fractal des différentes lois constitutives de l'être humain,
ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et on retrouve à tous les étages de la perception, de la création, ces lois, tant dans le microcosme que dans le macrocosme. Tout a quelque part une structure quadripolaire, en 4 pôles, 4 stades, 4 états. Et on pourrait déceler, si on avait l'acuité nécessaire ou les instruments nécessaires, 16 états de conscience. 4 états de sommeil, 4 états de conscience de veille, 4 états de la conscience de soi, 4 états de la conscience objective, etc. et 4 états de l'attention. Si on s'intéresse au rêve lucide, on connaît aussi ces 4 grandes différences entre le sommeil profond, le sommeil paradoxal, la projection astrale et le rêve lucide. Toujours 4 étages, 4 niveaux. Les spécialistes reconnaissent 4 étapes au rêve lucide. Il y a le rêve pré-lucide, où on se questionne sur des phénomènes troublants au sein du rêve. Ensuite, le rêve semi-lucide, quand on commence à réaliser que nous sommes dans un rêve, mais on retombe facilement dans l'identification au rêve. Ensuite, le rêve pleinement lucide, où nous sommes fermement réveillés au sein du rêve et dans lequel on peut diriger le narratif du rêve et interagir avec. Enfin, le rêve super lucide, où nous dépassons le stade du personnage qui oriente et interagit pour goûter une sorte de non-dualité du rêve. Et là, si on pratique le rappel de soi, on peut voir des parallèles, des analogies, en tout cas très frappantes entre ces deux expériences, quand je me réveille dans mon rêve et quand je me réveille moi-même dans ma vie quotidienne. C'est analogue. C'est pourquoi je fais un parallèle avec le sommeil et la pratique ou l'expérience du rêve lucide. Et pourquoi je parle du sommeil? Parce que dans l'état de sommeil dit paradoxal, parce que nous sommes endormis mais que nous connaissons une activité intense, l'activité du cerveau est justement similaire à son activité dans la conscience de veille. Donc ce que j'ai dit un petit peu dans la première vidéo, ce que Ouspensky dit dans la première conférence, et ce dont on va parler là, est quelque part confirmé par la science, puisque, comme dit Gurdjieff, et comme dit Ouspensky, il n'y a pas de différence notable entre l'état de sommeil, la nuit, et notre état habituel, qu'on appelle veille, lorsque nous nous croyons éveillés. L'activité du cerveau n'est pas différente. Donc nous croyons nous réveiller et nous croyons voir les choses telles qu'elles sont. En réalité, nous sommes continuellement dans un état de rêve, ou d'hypnose, ou de fantasme et d'illusion. Le même rêve de la nuit se perpétue dans la journée. Donc il dit, et je cite, « Le premier ou le plus bas des états de conscience est le sommeil. C'est un état purement subjectif et passif. L'homme y est environné de rêves. Toutes ses fonctions psychiques travaillent sans direction. Il n'y existe ni logique, ni continuité, ni cause, ni résultat. Des images purement subjectives, d'expériences passées ou reflets de vagues perceptions du moment, tels que des sons atteignant le dormeur, des sensations en provenance du corps, comme de légères douleurs, des sensations de tension musculaire. » Et moi j'ajoute, parce que ça c'est une expérience qu'on connaît tous, l'envie d'uriner par exemple, qui peut se matérialiser dans nos rêves, jusqu'à ce qu'on se réveille et qu'on se rende compte qu'on a réellement envie d'aller aux toilettes. Donc il dit que toutes ces sensations qui viennent du corps ou de l'extérieur peuvent traverser notre esprit, ne laissant qu'une trace infime dans la mémoire, ou le plus souvent, pas de trace du tout. Si on extrapole un petit peu, on peut comprendre que c'est l'état dans lequel nous sommes le plus coupés de la réalité, du monde extérieur et de nous-mêmes. Nous sommes enfermés dans notre esprit, nous recevons de vagues échos des impressions habituelles, des vagues échos de nos sensations, et nous créons tout un film, tout un scénario autour de ces vagues sensations, de ces vagues impressions. Nous sommes totalement coupés de la réalité. Et si on continue d'extrapoler, on peut penser que plus on augmente dans ces 4 états de la conscience, plus nous sommes à chaque étage dans un contact de plus en plus grand avec la réalité. Par exemple, dans le deuxième état de conscience qu'il appelle conscience de veille, nous pouvons percevoir ce qui se passe autour de nous et nous pouvons interagir avec le monde extérieur, ce que nous ne pouvons pas faire dans l'état de sommeil. Donc cet état de conscience de veille, c'est celui dans lequel nous sommes en ce moment,
sauf à s'exercer volontairement à un autre état de conscience, au troisième état de conscience que nous allons voir. C'est l'état à partir duquel ou dans lequel nous, et je cite, travaillons, parlons, imaginons que nous sommes des êtres conscients. Nous l'appelons conscience de veille ou conscience lucide, mais il devrait plus justement être nommé sommeil éveillé ou conscience relative. Fin de citation. Puis il dit que, contrairement à ce que nous croyons, l'état de sommeil dans lequel nous sommes la nuit ne se dissipe pas lorsque nous nous réveillons. Il persiste. Et l'activité du cerveau qui est identique la nuit et la journée dans la conscience de veille nous indique qu'il semble ne pas se tromper. Donc cet état de sommeil persiste avec tous ses rêves, ses projections, ses fantasmes, etc. Il dit que, et je cite, qu'on ajoute simplement une attitude plus critique envers nos propres impressions, des pensées mieux coordonnées et des actions plus disciplinées. À cause de la vivacité des impressions sensorielles, des désirs et des sentiments, en particulier le sentiment de contradiction ou d'impossibilité, entièrement absent au cours du sommeil, les rêves deviennent alors invisibles. De la même manière que, sous l'éclat du soleil, les étoiles et la lune pâlissent. Mais les rêves sont toujours présents et exercent souvent, sur l'ensemble de nos pensées, de nos sentiments et de nos actes, une influence dont la force dépasse même parfois les impressions réelles du moment. Fin de citation. Et c'est un point très important, cette persistance de l'état de rêve et d'un état de sommeil qu'on pourrait qualifier d'hypnotique lors de notre conscience ordinaire. Nous pensons être conscients, pleinement conscients et pleinement lucides, alors que, comme le disaient les stoïciens, nous nous nourrissons de rêveries, de fantasmes, d'interprétations, ou ce que les stoïciens appelaient des représentations. Et parfois, ces représentations sont beaucoup plus fortes que la réalité que nous percevons à travers toutes les impressions des sens. Et c'est ça qui nous amène à être coupés de la réalité. Nous percevons vaguement une impression, mais nos fantasmes, nos projections, nos interprétations nous font voir la réalité à l'envers. Moins que dans l'état de sommeil, mais nous en sommes quand même coupés à cause de ces représentations, à cause de ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui le mental. Le mental tel qu'on l'appelle aujourd'hui est le fruit de l'imagination et la constante interposition entre la réalité et nous-mêmes de cette imagination. Qui notamment pose du connu sur tout ce qui est inconnu. Cette imagination, elle est chargée de mon passé, de mes traumatismes, de tout ce que j'ai subi, de ce que j'ai vécu et de ce qui a alimenté ces engrammes quelque part. Donc, l'imagination n'est pas uniquement le fruit de l'instant, elle est aussi le fruit de mon passé. Ensuite, il aborde le sujet du subconscient et il dit que c'est une erreur parce que rien en nous n'est subconscient en permanence. Des choses arrivent du subconscient, viennent à la conscience et retournent. Mais surtout parce que rien n'est conscient. Nous appelons à tort subconscient par opposition au conscient, alors que le conscient, c'est quelque chose que nous ne possédons pas, la conscience. Donc, le fait que, dans le deuxième état de conscience, c'est-à-dire la conscience de veille, nous pouvons distinguer ce qui est moi et ce qui n'est pas moi, c'est-à-dire mon corps et les objets distincts de mon corps, ne signifie pas que nous sommes dans un état d'éveil. Parce que, dit-il, nous restons fortement influencés par les rêves. Et pour lui, je cite, « Toutes les absurdités et contradictions des hommes et de la vie humaine en général s'expliquent lorsque nous réalisons que les gens vivent dans le sommeil, agissant en tout dans le sommeil, et pourtant ignorent qu'ils sont endormis. » Fin de citation. C'est peut-être un point très important qu'il pointe ici. Nous dormons, mais nous ignorons que nous dormons. Héraclite disait « Éveillés, ils dorment ». Si on lit l'Évangile, on verra les très nombreuses allusions à cet état de sommeil, dont il nous est demandé de nous réveiller, de veiller, selon les termes évangéliques. C'est le fondement du christianisme qui, dit-il, est l'enseignement le plus proche de l'enseignement qu'il
décrit ici sans le nommer, de la quatrième voie. Gurdjieff disait qu'il enseignait le christianisme ésotérique. Et c'est quelque part le fondement de tous les enseignements authentiques anciens, les enseignements de libération. Et il dit que nous devrions comprendre et prendre cette idée au pied de la lettre, et non pas de manière symbolique. Nous dormons vraiment en nous-mêmes. Alors là, je fais un aparté parce qu'aujourd'hui, on prend peut-être ce point un peu trop au pied de la lettre, tel qu'il nous a été donné, par exemple, par le film Matrix, et on tombe du coup dans d'autres fantasmes. Ce film est plutôt symbolique de l'état de conscience de l'être humain. Mais c'est vraiment de cela dont il s'agit, un sommeil diurne, hypnotique, dans lequel nous passons les 2/3 de notre vie, l'autre tiers se déroulant dans un sommeil nocturne. Nous dormons toute notre vie. Un homme ou une femme qui réalise être en état de sommeil est déjà sur le chemin de l'éveil. Ça ne suffit pas. Vous verrez que les efforts sont quand même extrêmement importants. Il ne s'agit pas de croire que nous dormons, il s'agit de réaliser viscéralement, pleinement, en toute conscience, avec tous nos centres réunis, que nous dormons. On en revient à cette machine qui, prenant conscience qu'elle est une machine, n'est alors plus vraiment une machine. Je vous renvoie à la première vidéo, première conférence. Donc nous passons toute notre vie dans ces deux états de conscience et nous ignorons tout des deux états de conscience supérieurs. Ils sont possibles pour nous, dit-il, mais, je cite, accessibles qu'après une lutte dure et prolongée. Fin de citation. Donc prendre conscience une fois que nous dormons ne signifie pas être éveillé. C'est l'étincelle de départ. Je dis très souvent que ce travail est très laborieux, très exigeant, qu'il demande des sacrifices, le sacrifice de ses croyances, de son individualisme, de ses illusions sur soi-même et sur les autres, le sacrifice de son identification. Il demande à extirper notre conscience de cet état de sommeil dans lequel elle se trouve toute la journée. Et c'est aussi difficile que, lorsque je dors d'un sommeil très profond et qu'on me réveille en pleine nuit, j'essaie de forcer mon corps à se lever. Mon esprit est encore embrumé et mon corps crie une envie de sommeil. Il me pousse, il me plombe vers le sommeil. C'est un effort un petit peu analogue qui nous est demandé. Et cela très régulièrement tout au long de la journée et tous les jours de notre vie. Le troisième état de conscience, qu'il appelle conscience de soi, nous l'attribuons à tort. Nous pensons déjà le posséder. Mais, dit-il, je cite, « En vérité, la conscience de soi est un état que nous nous attribuons sans droit, et la conscience objective est un état dont nous ne connaissons rien. » Fin de citation. Un point important qu'il amène, qu'il apporte et qui distingue les deux états supérieurs de conscience, dans le premier, c'est-à-dire la conscience de soi, nous devenons objectifs envers nous-mêmes, et dans l'état de conscience objective, nous entrons en contact avec le monde réel ou objectif, un monde duquel nous sommes séparés par les sens, par les rêves et par les états subjectifs de conscience, sont les mots d'Ouspensky. Il fait aussi un parallèle entre la manière dont on peut connaître la vérité et ces 4 états de conscience, qui fait un peu référence à ce que je disais tout à l'heure sur le contact avec la réalité plus ou moins grande selon l'état de conscience. Du plus petit contact avec la réalité, quasiment inexistant, jusqu'à un contact total avec la réalité. Il parle ici de la vérité, mais je ne suis pas sûr qu'il l'emploie dans un sens différent. Dans le sommeil, nous ne percevons rien de la vérité. Tout ce qui nous parvient, éventuellement, est mélangé au rêve. Nous sommes incapables de distinguer le rêve de la réalité, sauf dans des moments de rêve lucide qui peuvent être mis en correspondance, et seulement en correspondance, avec la conscience de soi. Mais nous restons toujours enfermés dans le rêve. Nous ne sommes pas réveillés du rêve. Dans le sommeil éveillé, la conscience de veille, nous avons accès à une vérité très relative, là aussi mêlée à nos fantasmes et à nos représentations. Dans l'état de conscience de soi, nous connaissons toute la vérité
sur nous-mêmes, sur ce qui nous concerne, et je cite, dans le quatrième état de conscience, l'état de conscience objective, nous sommes capables de connaître la vérité sur tout. Nous pouvons alors étudier les choses en elles-mêmes et le monde tel qu'il est. Fin de citation. Il dit que nous ne pouvons même pas imaginer ce que peuvent être ces moments de contact avec la réalité objective, ces moments de conscience objective, et que pour en avoir des aperçus, il faut déjà expérimenter un état de conscience de soi pleinement réalisé. Donc je pense à une analogie qui est la suivante, qui n'engage que moi, mais dans l'état de conscience ordinaire, nous n'avons pas accès à la conscience de soi. Cela demande la prise de conscience que nous sommes endormis. Ça demande des efforts exigeants, continus, réguliers, persévérants. Et de temps en temps, nous pouvons crever un certain plafond et toucher un moment réel de conscience de nous-mêmes, de conscience de soi. Parfois, souvent au début, nous sommes incapables de le reproduire, mais nous poursuivons nos efforts. Et il se présente de plus en plus. Et d'ailleurs, souvent de plus en plus spontanément, à des moments où nous n'avons rien cherché. Il advient. La conscience de soi apparaît, grâce aux efforts que j'ai faits par ailleurs. Avec une pratique correcte du rappel de soi, et suffisamment longue, peut-être une vingtaine d'années, nous maîtrisons de plus en plus ce rappel de soi. Alors, comme des fulgurances, peuvent se manifester des éclairs de conscience objective. Au point de départ, ils ne sont pas accessibles. Ils adviennent d'eux-mêmes. Un peu comme la conscience de soi, au début, advient à un moment où, après avoir multiplié les efforts sans résultat, d'un seul coup, quelque chose s'ouvre sans que nous ayons compris ce qui s'est passé. Et donc, je pense qu'il se passe la même chose pour les états de conscience objective qui apparaissent comme un instant fugace, une ouverture, lors d'une pratique, lors d'un moment particulier, d'intense présence à soi-même, lors desquels quelque chose s'ouvre et nous propulse dans un autre état de conscience radicalement différent de l'état de conscience ordinaire, et même radicalement de l'état de conscience de soi, un état de conscience sans les fonctions dont il est question dans la première conférence. Le monde est perçu sans les fonctions, et notamment les fonctions sensitives, motrices, émotionnelles et intellectuelles. Il s'agit d'une perception directe de la réalité, sans aucun filtre, qui est issue d'une unité totale avec la réalité. C'est quelque chose qui dépasse complètement les mots ordinaires, qui est presque indescriptible. On peut le décrire, mais la personne qui ne voit pas de quoi on parle ne peut même pas se le représenter. Puis, progressivement, ces aperçus peuvent se multiplier, voire se provoquer volontairement. Mais ils ne durent jamais. Exactement comme le rappel de soi, les premiers mois ou premières années de sa pratique, ne dure pas longtemps. Au commencement du travail, il ne dure pas plus de quelques secondes. Je pense qu'on peut vraiment faire une analogie avec ce qui se passe d'un état de conscience à un autre. Tout comme la nuit quand je dors, je me réveille rarement brutalement. Il y a des étapes, il y a des moments où je suis un peu réveillé, je me rendors, et puis je suis réveillé, mais le rêve persiste. Je mélange un peu le rêve et la réalité, jusqu'à ce que je comprenne que j'étais endormi, que je dois aller au travail, et qu'il faut que je me réveille vraiment et que je me lève de mon lit. C'est rarement brutal. Si je suis vigilant, c'est très subtil, mais il y a des étapes, des phases. Mon réveil sonne, mais je le coupe et je me rendors. Bien qu'il est beaucoup plus facile de se réveiller de son sommeil nocturne que de son sommeil diurne, parce que je ne le vois pas. Alors que le sommeil nocturne, lorsque mon réveil sonne, je le vois. Et ce réveil qui sonne, quelque part analogiquement, c'est aussi ce qu'on peut mettre en place dans notre conscience de veille pour produire des moments d'éveil. On se met des réveils. C'est à chacun de voir comment il l'entend. Donc je poursuis avec Ouspensky et je constate d'ailleurs, j'avais oublié, qu'il dit, et je cite, « Dans l'état de sommeil, nous pouvons avoir des lueurs de conscience relatives. Je dors, mais j'ai des moments où je me réveille un petit peu et je me rendors. Dans l'état de conscience relative, nous pouvons avoir des lueurs de conscience de soi. Mais si nous voulons faire l'expérience de périodes de conscience de soi plus longues, plutôt que de se contenter de brèves lueurs, nous devons comprendre qu'elles ne peuvent pas venir d'elles-mêmes.
Elle nécessite un acte de volonté. Fin de citation. Donc ça, c'est un point qui est crucial, toujours. C'est pour ça que je dis que ce livre est un condensé. Crucial et en même temps extrêmement difficile à entendre pour nos contemporains. Et probablement pour les contemporains d'Ouspensky, et encore bien avant. Le mythe de la caverne de Platon, la citation d'Héraclite, l'Évangile nous montrent que ça a toujours été. Nous ne sommes pas conscients. Ça n'est pas lié à la situation de l'état moderne. La modernité, les conditions de vie modernes aggravent cet état de fait, mais ça a toujours existé. Nous ne sommes pas conscients et nous ne savons même pas ce que signifie être conscient. Nous pensons l'être tout en nous exonérant des efforts nécessaires. Pour être conscient, nous devons faire des efforts presque surhumains pour obtenir quelque chose que nous sommes convaincus de posséder tout le temps. C'est ce qui rend le travail presque inaccessible pour la quasi-totalité des êtres humains. Nous pensons le posséder. Et il fait le lien ici avec la volonté. Il dit, et je cite, « Cela signifie que la fréquence et la durée des moments de conscience de soi dépend du contrôle que l'on a sur soi-même, et donc que la conscience et la volonté sont presque une seule et même chose, ou en tout cas qu'elles représentent deux aspects d'une même réalité. » Fin de citation. La volonté est un attribut de l'essence quelque part, et développer l'essence signifie aussi développer la volonté réelle, pas la volonté pour les biens de ce monde, qui est plutôt un désir persistant, une compulsion. J'ai besoin de discerner le désir de mon moi de réaliser quelque chose et le désir profond d'être qui demande une autre forme de volonté. La conscience de soi est donc un acte volontaire. Il ne peut pas en être autrement. Ça n'est pas quelque chose qui arrive. Sinon, ce serait quelque chose de mécanique. Or, c'est l'opposé de la mécanicité. Je peux avoir des moments de compréhension, des lueurs de conscience, de pas lueurs à côté de ce que représente la véritable conscience de soi. Je peux même avoir des prises de conscience, mais la véritable conscience de soi dépend d'un acte de volonté. C'est ce qu'on appelle rappel de soi. Et acquérir cet état de conscience de soi, cela demande un travail très dur et un travail prolongé. Et il fait sûrement référence à ce qu'on appelle un homme numéro 5, sur lequel il va revenir à la fin de la conférence. Donc, au bilan, une personne qui est convaincue de posséder la conscience ne fera jamais les efforts nécessaires pour l'acquérir. C'est une évidence. J'ai besoin, pour entamer un tel travail, de réaliser que je ne possède ni la conscience de moi-même, ni tout ce qui s'y rapporte, à savoir l'unité intérieure ou ce qu'on appelle individualité, un moi permanent et la volonté. Ce sont les attributs de la conscience. Et il dit que cela ne peut être que le fruit d'un travail d'école. Là où nous nous situons dans l'état de conscience relative, nous ne pouvons pas découvrir les méthodes qui conduisent à cette conscience de soi et à tous les pouvoirs et attributs qui vont avec. Parce que ces méthodes sont individuelles et doivent être adaptées. Donc, quiconque souhaite changer son état de conscience, c'est-à-dire se développer ses possibilités latentes, a besoin d'une école. Aussi longtemps que je crois que je peux cheminer seul, je m'illusionne et rien n'est possible. Il dit, et je cite, « Les écoles n'existent que pour ceux qui en ont besoin et qui savent qu'ils en ont besoin. » Fin de citation. Et ces méthodes doivent être proposées par des personnes qui savent exactement qu'est-ce que c'est que l'état de conscience de veille, qu'est-ce que l'état de conscience de soi et comment passer de l'un à l'autre. Si je vais faire l'ascension d'une très haute montagne pour la première fois, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui a déjà effectué cette ascension et qui connaît les pièges, qui connaît les outils nécessaires et la préparation nécessaire et qui va pouvoir m'y conduire. Tout seul, je risque de disparaître et de tomber dans un fossé. Donc, première illusion, dit-il, posséder déjà ce qu'on pourrait seulement acquérir, ce qui n'est qu'une possibilité. Une fois qu'on a peut-être réussi à se défaire de cette première illusion, il faut se défaire de la seconde illusion, celle de pouvoir faire cela par soi-même.
parce que seul on ne peut rien faire. C'est clairement la pensée de M. Gurdjieff. Cette conférence, dit-il, mais aussi des livres, des vidéos, des enseignements théoriques ne constituent pas une école. Une école exige une pression de travail beaucoup plus importante. Un point qui rend le travail impossible seul et qui rend le travail accompagné très difficile, c'est le mensonge, nous dit-il. Non pas le mensonge que l'on fait sciemment aux autres et qui constitue une grande partie de notre vie, mais le mensonge que l'on se fait inconsciemment à soi-même. Par exemple, le mensonge de posséder tous ces attributs dont on a parlé et de posséder la conscience de soi. Il explique que pour travailler, il est nécessaire de connaître les possibilités d'évolution. Et il faut pouvoir confronter ce que nous savons de la phase suivante de l'évolution, c'est-à-dire ce que nous savons de l'acquisition de la conscience, de l'acquisition de l'unité intérieure, d'un moi permanent et de la volonté, avec les éléments que l'on peut voir de nous-mêmes, notamment dans cet exercice de l'observation de soi. C'est-à-dire, premièrement, voir que nous ne possédons pas ces attributs, être capable de le réaliser par son observation, être capable de prendre conscience que nous ne possédons pas la conscience, que nous ne possédons pas la volonté, que nous ne possédons pas un moi unifié et permanent, que nous ne possédons pas l'individualité. Il dit que le mensonge réside notamment dans le fait de prétendre connaître la vérité, et que ce mensonge a rempli notre vie entière. Il dit, et je cite, « Les gens prétendent connaître toutes sortes de choses concernant Dieu, la vie future, concernant l'univers, l'origine de l'homme, l'évolution et tout le reste. Mais en réalité, ils ne savent rien, même en ce qui les concerne. Et à chaque fois qu'ils parlent d'un sujet qu'ils ignorent, comme s'ils le connaissaient, ils mentent. Par conséquent, l'étude du mensonge est de première importance en psychologie, et ceci pourrait même conduire à une troisième définition. La psychologie est l'étude du mensonge. » Fin de citation. Troisième définition, parce que la première qu'il a donnée, c'est que la psychologie se définit comme l'étude des possibilités de l'être humain, de l'homme, comme il dit. Et la deuxième définition, c'est l'étude de soi-même. La troisième, c'est l'étude du mensonge. Et là, je fais un parallèle avec l'énéagramme et ce qu'on appelle dans la tradition de l'énéagramme les mensonges ou automensonges, les mensonges que nous nous faisons à nous-mêmes. Et il y a 9 grands mensonges, 9 grandes catégories de mensonges, dont un prend une place particulière pour chacun et chacune d'entre nous. Voilà, c'est cet énéagramme des automensonges, et nous verrons ce point. Considération et conformité mécanique, c'est un point crucial et nous allons y revenir. Mais on peut voir déjà que opinion préconçue, fausse affirmation, fausse évaluation, préjugés, faux déni, fausse imagination, idéalisation, etc. Nous voyons qu'il s'agit de mensonges qui nous coupent d'une perception réelle de la réalité. Nous avons des fausses évaluations, des opinions préconçues, un préjugé, une conformité mécanique, une fausse imagination, une idéalisation, une dissimulation à soi-même, une simulation. Tout ça tourne autour des mensonges et des mensonges que nous nous faisons à nous-mêmes et qui nous empêchent de nous percevoir nous-mêmes tels que nous sommes et de percevoir la réalité telle qu'elle est. Et donc on comprend bien que ces mensonges rendent très difficile l'étude de soi-même. Et en faisant cette vidéo, je réalise qu'il dit la même chose que je dis depuis très longtemps, à savoir que l'essence est imitée par la personnalité. C'est ma perception, c'est mon point de vue, et je réalise avec un peu de joie, parce qu'en fait j'ai découvert ce livre extrêmement récemment. En tout cas, je l'ai découvert. Je connais son existence depuis très longtemps, mais je ne l'ai lu que dans le courant de cette dernière année. Je ne l'avais jamais lu. Il dit en ces termes, je cite, « L'homme tel qu'il est n'est pas un produit authentique. Il est l'imitation de quelque chose, et plutôt une très mauvaise imitation. » Fin de citation. C'est pourquoi moi je dis souvent que la personnalité est une caricature de l'essence, une projection inversée, une imitation, que la personnalité ne peut rien créer. Elle ne fait qu'imiter des traits, des attributs, des qualités,
des modes de perception que l'on porte en notre fort intérieur, mais que l'on caricature. Il dit que la psychologie moderne étudie l'être humain en étudiant une imitation, une caricature, quelque chose d'artificiel, et qu'elle ne peut absolument pas se représenter la possibilité réelle de l'être humain. Elle ne peut pas se représenter ce qu'est réellement l'être humain. Et là, il va aborder une notion extrêmement importante encore, voire fondamentale, c'est celle de la double nature de l'être humain. Et il dit qu'il est impossible d'étudier l'être humain comme un tout parce que nous sommes divisés en deux parties. La première division, la première distinction la plus fondamentale en nous-mêmes, en chaque être humain, c'est cette division en deux parties. Une qui peut être presque entièrement réelle et l'autre qui peut être presque entièrement imaginaire. L'essence et la personnalité. L'essence est ce avec quoi nous venons au monde, c'est ce qui est inné en nous, mais pas au sens où la psychologie l'entend. Je vous renvoie à mon livre, le tome 2 notamment, si vous voulez approfondir la différence entre inné et acquis dans la psychologie moderne et dans la psychologie essentielle, on pourrait dire, dans la psychologie véritable. La personnalité, c'est ce qui est acquis. C'est pourquoi je la définis comme une construction mentale, une image, une projection inversée et une imitation de l'essence. Il dit que l'essence est notre bien propre, c'est ce qui nous appartient quelque part, alors que la personnalité est ce qui ne nous appartient pas. Je cite, « L'essence ne peut être perdue, ne peut être modifiée ni dégradée aussi facilement que la personnalité. La personnalité peut être presque entièrement modifiée par un changement de circonstances. Elle peut être perdue ou facilement blessée. » Fin de citation. Là, c'est un point important. Ce qui est développé dans notre être nous appartient en propre. Ce qui est développé dans la personnalité est une construction. Elle peut s'effondrer en un instant selon les conditions extérieures. D'ailleurs, elle peut s'adapter. Elle est très mouvante, la personnalité. Alors que notre être profond n'est pas mouvant. Il est ce qu'il est, quelles que soient les conditions. Donc il prend des exemples pour se représenter ce que pourrait être l'essence. Avoir le pied marin, ou avoir l'oreille musicale, ou le don des langues, vient de l'essence. Ce sont des qualités innées qui vont se manifester dans notre vie. Un terrain favorable. Tout ce que je peux apprendre d'une manière consciente ou inconsciente, c'est-à-dire tout ce que j'ai appris directement ou que j'ai imité, notamment dans mon enfance, c'est ce qui constitue la personnalité. Beaucoup de choses qui semblent relever de l'instinct, des goûts et des dégoûts, des préférences, etc., sont en réalité des éléments acquis et elles sont le fruit de la personnalité. Ça ne m'appartient pas en propre, ça m'a été calqué quelque part. Et notamment cette notion d'attraction-répulsion qui joue un rôle extrêmement nuisible chez l'être humain. Parce que par nature, nous devrions être attirés par ce qui nous fait du bien et nous devrions repousser ce qui nous est nuisible. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il dit que quand la personnalité domine les sens, et je cite, c'est-à-dire lorsque l'homme devient moins sain, il commence à aimer ce qui lui est nuisible et à rejeter ce qui est bon pour lui. Fin de citation. Donc là, c'est vraiment un point tout à fait essentiel qu'il aborde, et il dit qu'on touchait ici à la conséquence principale du dysfonctionnement dans les relations entre l'essence et la personnalité. Normalement, l'essence devrait dominer la personnalité. Dominer au sens peut-être pas où on l'entend habituellement. Et si l'essence domine la personnalité, alors la personnalité peut se révéler très utile. Parce qu'en fait, c'est un outil qui, en tant que tel, peut être mis au service de l'essence. La personnalité devrait être au service de l'essence. M. Gurdjieff disait que l'essence devait être active et la personnalité passive. C'est-à-dire que l'essence est active, elle est réveillée, c'est elle qui donne les impulsions et la personnalité reçoit les impulsions depuis l'essence et matérialise dans le quotidien, dans ma vie quotidienne, les aspirations de mon être, de mon essence. Mais ce qui se passe chez les êtres humains, c'est exactement l'inverse.
la personnalité domine l'essence et les conséquences sont catastrophiques. Les deux aspects de nous-mêmes, essence et personnalité, sont nécessaires, mais elles devraient croître parallèlement. Elles devraient croître de manière équilibrée en même temps. Je cite, « Ceci signifie qu'à la suite d'un développement trop rapide et prématuré de la personnalité, la croissance de l'essence peut être pratiquement bloquée à un âge très tendre. Ainsi, nous pouvons rencontrer des hommes et des femmes d'âge adulte dont l'essence stagne depuis l'âge de 10-12 ans. » Fin de citation. Et même des personnes qui pourraient se montrer extrêmement raffinées, extrêmement cultivées, érudites. Une personnalité qui est développée, mais une essence qui est atrophiée. Et il dit déjà à l'époque que les conditions de la vie moderne favorisent ce déséquilibre. Et ça, c'était il y a 85 ans. C'est encore pire, largement pire aujourd'hui. Il prend un exemple intéressant, en tout cas moi que j'estime intéressant, le sport, et particulièrement la compétition sportive, peuvent bloquer le développement de l'essence tellement prématurément qu'elle ne pourra plus croître. Et si on parle aujourd'hui en plus de la prédominance des écrans chez les enfants, qui confinent aujourd'hui jusqu'à un phénomène totalement effrayant, qu'on appelle le phénomène des iPad Kids, ces enfants qui ont des iPads, des tablettes ou des téléphones depuis leur plus jeune âge, depuis avant même de savoir parler, et qui a des conséquences absolument désastreuses, notamment sur leur développement et sur leur attention. Ce qui scandalise certains professeurs ou certains professeurs d'école qui se rendent compte que les enfants ne sont incapables de suivre une histoire, même de quelques minutes. Donc les conditions à son époque étaient extrêmement défavorables à cette émergence de l'essence et à ce développement harmonieux de l'essence, de l'être et de la personnalité. Aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment pire. Pour définir l'essence, il revient sur la notion des fonctions. Rappelez-vous les 4 fonctions que sont la fonction intellectuelle, la fonction émotionnelle, la fonction motrice et la fonction instinctive. Il dit que chaque fonction est liée à un cerveau. M. Gurdjieff disait que nous étions des êtres tricentriques ou tricérébraux. Et ça a été validé dans les années 60, 68, je crois, par Paul MacLean, un neurobiologiste, je crois, qui montrait que notre cerveau n'était pas un cerveau, mais 3 cerveaux en un. Une partie instinctive, reptilienne, une partie émotionnelle, une partie cognitive, intellectuelle. Donc ce qui est dit dans ces enseignements anciens a été confirmé par la science récente, et notamment la neurobiologie. Donc il dit que chaque fonction est liée à une sorte de cerveau. Donc à l'époque où il écrivait, on savait que la fonction intellectuelle était liée au cerveau. Mais il dit que les 3 autres fonctions ont aussi un cerveau. Et on découvre de plus en plus cette notion à travers, par exemple, le microbiote, que certains appellent le cerveau des intestins, un véritable cerveau dans le ventre, et même ces derniers temps, l'existence de neurones et de circuits neuronaux dans le cœur qui permettent d'émettre l'hypothèse qu'il existe un cerveau au niveau du cœur. On parle aussi, dans cet enseignement, de centre. C'est le centre de commande de la fonction. Chaque centre est indépendant des autres, chaque centre possède sa propre sphère d'activité, ses propres forces et son propre programme de développement, selon les mots d'Ouspensky. Les centres relèvent de l'essence, c'est-à-dire leur structure, leur fonction, leur force, leur faiblesse. Ça relève de l'essence. C'est la structure, c'est le terrain. La manière dont ils fonctionnent, leur qualité, leur faiblesse. Les contenus des centres, c'est-à-dire tout ce que ces centres acquièrent, notamment avec l'éducation et la formation de la personnalité, relèvent de la personnalité. Le moteur vient de l'essence et les pièces que l'on met pour le fonctionnement de ce moteur relèvent de la personnalité. Donc les deux vont bien ensemble. Nous avons besoin des deux. Et l'essence a besoin de la personnalité et la personnalité, normalement, a besoin de l'essence. Et j'ajouterai que le but de l'éducation, c'est de nourrir correctement ces centres. C'est d'apporter un contenu de qualité à chacun
des centres. Plus les centres seront développés et de manière harmonieuse, plus le fonctionnement de l'essence pourra s'avérer correct. Et donc la position de disharmonie de l'être humain provient de cette inversion des pôles, on pourrait dire, à l'intérieur, pôle actif et pôle passif de l'essence et de la personnalité. L'essence est devenue passive, elle est endormie. La personnalité est devenue active, elle a pris le contrôle. Et c'est contre nature. Et la personnalité va résister de toutes ses forces à ce genre de travail, puisqu'elle va être remise à sa place. Elle ne le veut pas, elle va perdre quelque part une partie de son pouvoir et de sa suprématie. Donc elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que ça arrive. Là aussi, c'est ce qui rend le travail très difficile. C'est pourquoi l'éducation est, si elle est bien comprise, fondamentale. Permettre un développement harmonieux et parallèle de ces deux aspects de nous-mêmes pour qu'à l'âge adulte, cette inversion des polarités ne s'opère pas. Si vous voulez approfondir, je vous renvoie vers la vidéo « Essence et personnalité, qui suis-je ?» pour aller un peu plus loin dans cette distinction qui est peut-être le point le plus important, le point crucial à comprendre si on veut comprendre l'énéagramme et toutes les traditions spirituelles, dont le but est de rétablir l'aspect actif de l'essence et de développer cette essence. Se connaître soi-même est le préambule de tous les enseignements anciens, indique-t-il. La première exigence des anciennes écoles de psychologie ou des écoles de sagesse. Mais le problème, c'est que nous nous trompons sur la définition de ce mot « connaissance de soi ». Nous pensons que cela signifie connaître nos particularités, nos désirs, nos capacités, nos intentions. En réalité, se connaître soi-même signifie se connaître en tant que machine. On pourrait dire aujourd'hui en tant que programme, ensemble de schémas, c'est-à-dire connaître toute la structure de notre machine, ses rouages, les fonctions de ses différentes parties, les conditions qui régissent leur travail et ainsi de suite. Fin de citation. Connaître nos fonctions, nos centres, comment ils fonctionnent, quelle est la part de l'essence, quelle est la part de la personnalité, comment les centres sont reliés les uns avec les autres, comment les centres se mêlent du travail des autres centres, etc. Et donc le moyen de l'étude de cette machine, c'est ce qu'on appelle l'observation de soi. Et il dit qu'il n'existe aucun autre moyen de connaissance de soi, et que aucune autre méthode, et que personne ne peut effectuer le travail à notre place. Encore faut-il savoir comment le faire, quel est l'aspect technique de l'observation de soi. Il rappelle qu'il est nécessaire d'observer les différentes fonctions, de les distinguer entre elles et de se souvenir parallèlement des différents états de conscience, de notre état de sommeil diurne et des nombreux moi, des nombreuses personnalités quelque part, qui nous habitent là où nous pensons être unifiés, là où nous pensons être un. Dans l'Évangile, Satan dit « Je suis légion, je suis multiple ». J'avais renvoyé sur la première vidéo à cette notion de fragmentation du moi de Jung qui peut faire écho à cette multiplicité des moi de M. Gurdjieff, bien qu'on ne parle pas de la même chose. Ça montre simplement que notre psychisme n'est pas unifié, il est fragmenté. Si nous commençons à nous observer de cette manière, les premiers résultats arrivent en général très vite. Premièrement, nous verrons que nous sommes difficilement impartials avec nous-mêmes. Certaines choses que l'on voit de nous nous plaisent, alors que d'autres nous déplaisent, voire nous irritent, voire même nous font horreur. Et ça, je confirme totalement ce qu'il dit. Personnellement, et grâce à l'accompagnement d'un grand nombre de personnes, il y a des moments où on perçoit des choses en nous que nous ne supportons pas. Nous ne sommes pas impartials. Normalement, le travail d'observation de soi nécessite surtout de ne rien modifier, ne pas interpréter, ne pas rejeter, ne pas interférer dans cette observation. Comme un scientifique qui observe quelque chose avec neutralité pour le découvrir. Nous ne devrions pas résister à ce que nous percevons en nous. Mais comme nous nous identifions, c'est ce qu'on va voir, nous résistons à ce qui est perçu en nous.
nous pouvons voir que nous ne supportons pas certains aspects de nous-mêmes. Et c'est peut-être l'une des choses qui rend le travail très difficile. D'ailleurs, j'ai constaté en moi-même et chez beaucoup de personnes que j'accompagne que certaines choses qui nous irritent fortement chez d'autres personnes, au bout d'un certain temps, lorsqu'on est sincère avec soi-même, que ce mensonge dont il est question commence à s'apaiser, en tout cas pas pour une fraction de seconde, et que nous voyons quelque chose en nous que nous ne supportons pas, c'est souvent ce que nous ne supportons pas chez les autres. Ça me rappelle un maître Philippe qui disait, Monsieur Philippe de Lyon, « Si tu veux te connaître toi-même, vois ce dont tu charges ton prochain. » C'est le mécanisme de projection. Je refoule certaines choses en moi et je les projette sur l'autre. Je ne vois pas l'autre, je me vois moi à travers l'autre. C'est pourquoi le travail en groupe est si important et si efficace. Nous nous servons de miroir les uns aux autres. Et donc pouvoir s'observer dans ces fonctions, dans ces différents aspects de nous-mêmes qui sont inconscients, que je ne vois pas, c'est le premier pas sur la voie de l'évolution. Il faudra quelque part apprendre à aimer les parties de nous qui peuvent évoluer ou qui favorisent notre évolution et à éliminer les parties de nous qui ne peuvent pas évoluer et qui freinent notre évolution. Par exemple, les manifestations mécaniques, notamment le mensonge. Le mensonge tel que nous l'avons évoqué, le mensonge à nous-mêmes. Et il n'est pas question ici de moralité, il est question de ce qui freine ou favorise notre évolution intérieure. Il n'est pas question de dire « on me dit que c'est mal de mentir, je dois arrêter de mentir ». Je dois comprendre que le mensonge, et notamment le mensonge à moi-même, empêche toute évolution, empêche toute connaissance de moi-même. Il n'y a rien de moral, ou alors on parle de la morale objective. J'en parlerai ultérieurement. Et nous allons nous rendre compte, en nous observant, que plus nous pouvons maîtriser une manifestation, moins elle est nuisible, et moins nous pouvons la maîtriser, c'est-à-dire plus elle est mécanique, plus elle peut devenir nuisible, puisque nous n'exerçons aucun contrôle sur elle. Si je suis quelqu'un de coléreux et que je ne maîtrise pas ma colère, j'ai bien conscience que ça peut générer des situations délicates, pour moi ou pour les autres. Tout ce qui se fait en impulsivité, lorsque je n'ai pas de contrôle, peut être dangereux quelque part, avoir des conséquences en tout cas négatives, voire désastreuses. Si je peux maîtriser cette colère, elle est beaucoup moins dangereuse, puisque je peux décider de lui laisser libre cours ou pas. Donc, je peux maîtriser les conséquences. Là aussi, pour maîtriser un schéma, j'ai besoin d'en être conscient et de faire preuve de volonté. Conscience et volonté. Sinon, je n'ai aucun contrôle sur mes schémas, sur mes pulsions, et je suis à leur merci. Nous pouvons constater, si on se livre à ce travail d'observation de soi, que plus un mécanisme devient conscient, plus je commence à pouvoir le maîtriser, puisque conscience et volonté vont ensemble. Dès que je suis pleinement conscient d'un mécanisme, j'ai la possibilité de le maîtriser. Après le mensonge, un autre point qui est la conséquence de notre état de conscience et qui rend le travail difficile, le travail de conscience de soi, après le mensonge, c'est la lutte contre l'imagination. L'imagination qui nous fait quitter le présent, qui nous fait quitter la volonté de s'observer soi-même, d'observer nos mécanismes et nos schémas. J'ai par exemple envie, je prends la décision de m'observer dans une situation et mon imagination, au bout d'une seconde ou deux, m'a déjà fait partir dans d'autres rêveries, dans des interprétations, dans un dialogue avec moi-même, et j'oublie constamment et j'oublie complètement de m'observer. Je me suis oublié moi-même. L'imagination, qu'en général nous valorisons, a un côté pernicieux, un côté destructeur que nous ne pouvons jamais juguler. Elle suit son mouvement constamment et elle nous emporte. Elle nous détourne. Elle nous détourne de nos décisions les plus conscientes pour nous amener là où nous n'avons pas le désir profond d'aller. Et nous commençons à générer quelque chose qui nous fait plaisir, à éprouver une sensation de plaisir, une délectation, une excitation lorsqu'on se laisse aller à cette imagination. Mais nous commençons petit à petit à croire en ce que nous imaginons. En tout cas, une partie de nous y croit, y adhère. Et quand on dit adhérer, c'est intéressant parce que quand j'adhère à cette imagination, est-ce qu'elle me fait imaginer, dans le mot adhérer, il y a le mot adhérence. Je suis collé à l'imagination. Mon attention est complètement absorbée dans cette imagination.
Et on revient ici sur l'énéagramme des automensonges avec, au point 7, la fausse imagination. Pas l'imagination telle que nous la valorisons, une imagination pernicieuse qui nous fait quitter constamment le présent, qui nous fait quitter nous-mêmes et qui nous amène dans des fantasmes, des rêveries, des vagabondages, des imaginations sur la réalité au lieu d'être dans une perception réelle de ce que nous pouvons recevoir avec nos 5 sens. Donc on voit bien l'importance de faire des liens entre l'énéagramme tel qu'il est connu aujourd'hui et souvent décrié par les pratiquants de la 4e voie et la 4e voie elle-même basée sur l'énéagramme. Si on sort de l'énéagramme entièrement psychologique des 9 types pour aller vers un énéagramme de l'essence, on pourrait dire, qui explique les fonctionnements psychologiques à la lumière de la véritable possibilité de l'être humain, la conscience, l'énéagramme, notamment tel qu'il est décrit dans l'approche diamant, ou dans mon approche, permet d'identifier ces mécanismes qui nous coupent de la conscience et d'identifier les remèdes à cet état de fait, à cet état de conscience aberré et aberrant dans lequel nous passons toute notre vie. En général, les praticiens de la 4e voie dénigrent l'énéagramme des 9 types et les personnes qui connaissent bien l'énéagramme des 9 types ne connaissent pas du tout la 4e voie et n'ont aucune idée du caractère exigeant du travail qui est demandé si on veut vraiment se libérer de son énéatype. On ne fait que développer, essayer d'avoir un peu plus, une espèce de suradaptation à la société à travers l'énéagramme. C'est une direction opposée à celle que je propose et qui est proposée ici, un développement intérieur, un développement de l'essence. Les mensonges ou automensonges appartiennent à l'ego. On pourrait dire, pour simplifier, à la personnalité devenue maître ou maîtresse de notre psychisme. Les idées sacrées appartiennent à l'essence. Et l'idée sacrée du point 7, c'est justement le travail sacré. Qu'est-ce que c'est que ce travail sacré? C'est la compréhension que ce qui nous est demandé dans l'incarnation en tant qu'être humain, c'est de ne pas se laisser aller à l'identification, à l'imagination. Le mensonge du point 7, l'automensonge qui concerne la personnalité, a comme remède le travail sacré, c'est-à-dire ramener son attention par cet acte de volonté qui nous conduit à la conscience de soi. Le travail de rappel de soi et de conscience de soi est inscrit dans l'énéagramme des 9 idées sacrées au point 7 par le travail sacré. Le travail que j'ai à faire et qui va me conduire vers mon être essentiel. Donc, après le premier trait dangereux, on pourrait dire, le mensonge à soi-même, et le deuxième trait que nous portons, qui est tout aussi dangereux, l'imagination, ou fausse imagination, parce que tout dépend de l'état de conscience dans lequel nous exerçons cette fonction. On a vu que dans les états d'inconscience, leur manifestation est irrationnelle et non collée à la réalité. Dans les états supérieurs de conscience, leur fonctionnement est en contact avec la réalité. Donc dans l'état de conscience de veille, l'imagination est destructrice. Dans l'état de conscience de soi, elle peut être extrêmement utile. Donc après ces 2 traits que nous portons, qui peuvent s'avérer dangereux pour nous-mêmes sur le plan intérieur, on peut prendre conscience aussi, en s'observant, ou même en analysant notre fonctionnement, des nombreuses conséquences désastreuses de l'expression de nos émotions négatives, c'est-à-dire celles qui font référence à la violence ou à la dépression. Et il cite parmi tant d'autres l'apitoiement sur soi-même, la colère, la suspicion, la peur, l'irritation, l'ennui, la méfiance, la jalousie, et ainsi de suite. Ce qu'on accepte habituellement comme étant tout à fait naturel, voire utile, est considéré comme dangereux sur la 4e voie. Et ça, c'est un point très important sur lequel M. Gurdjieff a insisté. La non-expression des émotions négatives. Mais il faut être très vigilant sur ce point, parce qu'il y a un autre trait dangereux qui serait le refoulement de ces émotions. Et il s'agit d'une toute autre approche que de réprimer ces émotions. Et on peut constater aujourd'hui, notamment dans la 4e voie, une tendance
a cette rigidité qui vient d'une espèce de répression des émotions négatives, comme une peur des émotions négatives. Les émotions négatives sont une énergie, et en tant qu'énergie, elle peut être digérée, récupérée d'abord, digérée et transformée. Pour ceux qui connaissent, d'un hydrogène grossier en un hydrogène supérieur. Là, on parle d'alchimie interne. Donc il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de ne pas exprimer. C'est tout à fait différent. Et je vous renvoie à la vidéo sur l'alchimie des émotions si vous voulez comprendre, mais entre nos deux phases, nos deux modalités habituelles, exprimer nos émotions, force active, ou réprimer nos émotions, force passive, il existe une troisième force qui est une conciliation des deux, qui consiste à la réprimer à l'extérieur, c'est-à-dire à ne pas l'exprimer, mais à la laisser s'exprimer à l'intérieur, en éprouvant pleinement nos émotions. Et en relisant la biographie de Roger Lipsey sur M. Gurdjieff, M. Gurdjieff disait clairement qu'il fallait apprendre à éprouver ses émotions. C'est évident, c'est la clé de transmutation. Habituellement, les gens qualifient de sincérité leurs expressions de leurs émotions négatives, d'authenticité. Il s'agit en réalité, nous dit Ouspensky, d'un signe de faiblesse, de mauvais caractère ou d'une incapacité à garder pour soi-même ses propres griefs. Et donc nous devons nous opposer à ces tendances pour pouvoir les comprendre. J'ai besoin de m'empêcher d'exprimer mes émotions pour pouvoir les observer pleinement et comprendre ce qui se passe, quels sont les schémas, les motivations profondes qui se cachent derrière ces émotions négatives qui sont en fait superficielles. Et les émotions telles que nous les connaissons ne sont que des caricatures des émotions réelles auxquelles nous pouvons accéder, qui ne se manifestent que dans le 5e état de conscience. Je parle des sentiments. On oppose dans la 4e voie les émotions que nous connaissons ordinairement aux sentiments qui ne sont pas polarisés, qui sont dans l'unité quelque part, et qui ne peuvent apparaître que lorsque mon essence se manifeste, grâce à l'état de conscience de soi. La paix intérieure, la tranquillité, la joie véritable, l'authenticité réelle, la sérénité, toutes les vertus qui nous sont indiquées par l'énéagramme. C'est toujours la même chose, pour se débarrasser de ces schémas, il faut les observer objectivement. Et pour les observer objectivement, il faut parfois créer une friction. Il faut résister à ces schémas pour pouvoir les mettre en lumière. Si je ne résiste pas et que je me laisse aller, je suis pris dans le schéma, je n'ai pas la possibilité de les observer. Je peux observer les conséquences de ces schémas, mais je ne peux pas les observer. J'ai besoin au moins d'essayer d'y résister. Alors peut-être que je ne vais pas y arriver, mais pendant que je suis pris dans un de ces schémas, par exemple une manifestation de la colère, je vais me surprendre en train de me laisser aller à cette colère et je vais avoir un moment d'intense perception de moi-même, une fulgurance dans laquelle je me vois en train de me laisser aller, parce que j'avais décidé de ne pas me laisser aller. Donc je commence à voir objectivement cette manifestation et à commencer à l'éprouver pleinement et à aller voir les aspects cachés de cette émotion, ce qui se cache derrière les moteurs, les motivations inconscientes. Et ces manifestations mécaniques sont tellement rapides, tellement familières, tellement imperceptibles, qu'il est presque, voire impossible de les remarquer, en tout cas si on ne fait pas certains efforts pour leur créer des obstacles, pour leur résister. C'est un peu obligatoire. J'ai besoin à un moment ou un autre d'essayer de résister à mes schémas, à mes pulsions, à mes compulsions, pour pouvoir les voir, créer un hiatus dans lequel je peux les observer, voire les éprouver. 4e trait dangereux, après le mensonge, l'imagination et l'expression des émotions négatives, non pas les émotions négatives, l'expression des émotions négatives, le bavardage. Certaines personnes, dit-il, parlent sans arrêt, où qu'elles se trouvent, au travail, en voyage, ou même pendant leur sommeil. Elles parlent aux autres ou à elles-mêmes. Nous parlons aux autres ou à nous-mêmes, même lorsque ce n'est pas nécessaire. Et là aussi, observer ne suffit pas. Il faut, dans la mesure du possible, essayer de s'y opposer. Non pas comme un trait de caractère que je vais essayer de modifier, parce que c'est pas bien, mais simplement pour
prendre conscience de ce qui se joue dans ce bavardage intempestif. Si je suis pris dans une discussion et que je sens que j'ai une compulsion, parce qu'il y a souvent une compulsion à parler, souvent je vais même couper la parole à la personne en face de moi parce que j'ai cette compulsion impérieuse de parler, eh bien si je me demande de ne pas le faire, je vais commencer à observer ce qui en moi m'oblige à prendre la parole, m'oblige à parler. Là, le travail d'observation de soi peut commencer. Si on cherche à observer véritablement ces 4 manifestations, mensonge, imagination, expression des émotions négatives et bavardage inutile, il ne s'agit pas de ne plus parler, mais de ne plus parler inutilement. Nous allons prendre conscience de notre état et de l'incapacité que nous avons, sans une aide extérieure, à lutter contre cette mécanicité. J'ajoute qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en valeur cette mécanicité, qui mettent en valeur certains de leurs comportements mécaniques, qui s'en vantent, des comportements contre lesquels ils ne peuvent rien. Ils s'emparent, du verbe se parer, ils s'emparent comme des qualités. Quelqu'un qui est coléreux va dire « moi je ne me laisse pas faire, je m'affirme, je suis fier de ne pas me laisser faire ». Quelqu'un qui n'ose pas s'affirmer va dire « moi je n'ai pas besoin comme vous de toujours m'affirmer et d'avoir raison ». Nous transformons les conséquences négatives de notre état de conscience, on parlera plus tard d'identification, nous les transformons en qualité et nous nous en réjouissons. Il devient alors très très difficile de s'en libérer. En tout cas, sans une assistance concrète. Parce que même si on me dit comment faire, j'oublie de m'en servir. On me donne un outil, l'observation de moi-même, mais j'oublie constamment de m'en servir. Nous oublions de nous observer. Nous retombons tout de suite, immédiatement et inéluctablement dans le sommeil et nous devons perpétuellement être réveillés de ce sommeil. Combien de personnes me disent « j'ai pas pensé de toute la journée et de tous les jours à m'observer. Du matin au soir, je suis pris par mes identifications, mes responsabilités, mes tensions, mes peurs, mes émotions. Je suis pris par tout un tas de mécanismes et je n'ai pas la place ou l'espace pour pouvoir m'observer, pour revenir à moi-même et m'observer. » Et ça, c'est la fonction d'un groupe et d'un enseignant. Supporter, accompagner, soutenir le travail de l'aspirant, celui qui aspire à revenir vers lui-même. Alors, j'ai un soutien extérieur qui fait que je sais que j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le groupe. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais encore dire « j'ai rien fait ». Donc il y a quelque chose qui fait que je n'ai pas la volonté, mais je vais créer un prétexte, je vais aller chercher cette volonté à l'extérieur pour pouvoir générer au moins quelques instants de présence et d'observation de moi-même, et commencer à voir des choses, et entreprendre un autre processus, une extraction de ma conscience des schémas dans lesquels elle est identifiée, une séparation de moi-même, d'avec moi-même, disait M. Gurdjieff. Ensuite, Ouspensky va aborder des points toujours essentiels, je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est une ossature, c'est un condensé de l'ossature, donc c'est que les points les plus importants de la 4e voie. Donc il va aborder un point essentiel dans l'enseignement de Gurdjieff, c'est-à-dire les traits spécifiques de ce sommeil, de cette chute perpétuelle dans ce sommeil de l'esprit, ce sommeil de la conscience, ou ce sommeil de l'attention, des traits que la psychologie ne connaît pas et qu'elle ne peut pas connaître parce qu'elle ne connaît pas la possibilité qui nous est donnée. Premier trait spécifique de ce sommeil de la conscience, c'est ce qu'on appelle l'identification. L'identification, c'est un état dans lequel nous passons la grande majorité de notre vie, pour ne pas dire la quasi-totalité, si on enlève le sommeil nocturne. Qu'est-ce que ça veut dire, identification? C'est quelque chose qui est assez complexe à appréhender tant qu'on ne l'a pas vu à l'œuvre en nous-mêmes. Nous nous identifions à tout, ce que nous disons, ce que nous éprouvons, ce que nous croyons, ce que nous ne croyons pas, ce que nous désirons, ce que nous ne désirons pas, ce qui nous attire, ce qui nous repousse. C'est-à-dire que nous sommes absorbés par tous les phénomènes qui traversent notre conscience. Et nous ne pouvons pas nous séparer de l'idée, de l'émotion ou de l'objet qui nous
absorbe. Je suis en train de parler et je suis complètement pris dans moi en train de parler, ce que je dis, ce que la personne peut comprendre, ce que ça peut provoquer chez elle. Et ça, c'est compliqué à comprendre parce que nous passons toute notre vie dans cet état. Comment me rendre compte du problème qui est posé par cette identification, étant donné que je ne connais pas autre chose? J'ai besoin d'appréhender des moments dans lesquels je ne suis pas identifié pour apprendre à discerner, pour comprendre ce que ça veut dire identification et pour pouvoir observer la différence en moi lorsque je fonctionne sous le joug de l'identification et lorsque je suis libéré, même pour quelques instants, de cette identification. Mon attention est complètement absorbée par l'objet, par l'idée, par la pensée, par la parole, par ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je sens, ce que je ressens. Il y a quelque chose de l'ordre de l'absorption. C'est un peu l'image des sirènes qui absorbent, qui aimantent les marins, et les marins qui s'endorment et qui vont se laisser dévorer par les sirènes. Et donc, dans cet état d'identification, nous sommes incapables de nous observer impartialement, puisque nous sommes pris dans le phénomène. On est incapable d'observer l'objet auquel on s'identifie, puisque nous le prenons pour nous. Notre conscience s'y est identifiée. C'est ce qui explique par exemple que nous voulons absolument avoir raison. Et pourquoi nous prenons mal certaines attaques contre les choses auxquelles nous croyons forts et dures, ou certaines critiques qu'on peut nous faire. Tout cela est lié à l'identification. Et dans cet état d'identification, nous disposons d'un contrôle très restreint sur nos réactions mécaniques, voire inexistants. On dirait aujourd'hui sur nos schémas. Nos schémas arrivent, se manifestent et nous n'y pouvons rien. Même quand nous commençons à les voir avec acuité. Et souvent, ça provoque une grande souffrance de commencer à voir avec lucidité que nous sommes constitués de schémas automatiques qui se répètent d'eux-mêmes et de voir que nous ne pouvons pas les empêcher. Nous ne pouvons pas parce que nous nous identifions. Et le mensonge, l'imagination, l'expression des émotions négatives et le bavardage incessant ne peuvent se produire que grâce à l'identification. Sans identification, ces manifestations ne peuvent pas exister. Donc si on pouvait se libérer totalement de l'identification, on pourrait se défaire de tout un tas de manifestations inutiles et stupides, dit-il, parce qu'ils ont besoin de notre état d'identification. La psychologie moderne ne parle pas de ces mécanismes d'identification, elle ne les connaît pas. Elle ne connaît pas ces mécanismes, elle ne connaît pas ce que signifie l'identification, les causes et les conséquences de l'identification. Mais il rappelle la philokalie, c'est-à-dire la philokalie des pères neptiques, c'est ce recueil de textes des pères du désert notamment, des pères de l'orthodoxie, du christianisme, dont on a parlé dans la première vidéo, dont il parle dans la première conférence, et il dit que la philokalie décrit remarquablement ce processus. Les pères du désert avaient une connaissance approfondie du psychisme humain et de l'âme humaine. Donc le premier facteur, premier trait spécifique de ce sommeil de la conscience et qui nourrit tous nos dysfonctionnements, c'est l'identification. Le deuxième facteur, et on verra que ce n'est pas vraiment un deuxième facteur, qui produit ce sommeil, qui en est la conséquence et qui maintient notre conscience dans ce sommeil, c'est un proche parent de l'identification, c'est ce qu'on appelle la considération. En réalité, la considération est une forme de l'identification, une forme poussée de l'identification. On parle même en général de considération intérieure que l'on distingue de la considération extérieure. Qu'est-ce que c'est que la considération intérieure? C'est l'identification aux personnes. Je peux m'identifier aux objets, à mes pensées, à mes croyances, à mes sensations, à mes émotions, à tous les objets que je perçois, à ce que je dis, à ce que je fais, mais je peux surtout m'identifier aux personnes, à ce qu'on me dit, à ce qu'on me fait. C'est un état dans lequel nous nous soucions énormément de ce que les autres pensent de nous, de la manière dont les autres nous perçoivent, de la manière dont les autres nous traitent. Est-ce que ces personnes me traitent selon mes mérites? Est-ce que ces personnes m'admirent? Est-ce qu'elles m'apprécient? Est-ce qu'elles m'aiment?
en réalité? Est-ce qu'elles sont correctes avec moi? Est-ce qu'elles m'ont parlé? Est-ce qu'elles m'ont dit bonjour? Est-ce que leur ton n'était pas un petit peu négatif? J'accorde énormément d'importance à tous ces traits qui sont issus de la considération intérieure. Je fais un point avec l'énéagramme encore parce que mon estime de soi est basée sur le regard des autres, sur ce que j'ai réalisé, ce que j'ai réussi, la manière dont les autres me perçoivent. Tout ça parce qu'en réalité, c'est une imitation d'un trait de l'essence qu'on appelle la valeur, la perle essentielle, le sentiment profond de ma propre valeur. Si j'ai un sentiment profond, si j'ai un contact avec ce sentiment profond de ma propre valeur, je ne suis pas dépendant de ce que les autres peuvent penser de moi. Je ne suis pas sensible à la critique ou à la flatterie. Et l'estime de soi est l'imitation dans la personnalité de cette valeur intérieure, mais elle est fluctuante. Elle dépend de tout un tas de facteurs, de conditions qui tantôt font baisser mon estime, tantôt la font monter. La valeur, elle est inébranlable. Elle ne dépend pas des conditions extérieures. Elle m'appartient ontologiquement. C'est un attribut de mon être. D'ailleurs, M. Gurdjieff le disait, le grand problème, c'est l'amour-propre et c'est le manque d'amour-propre. L'amour-propre est l'enfer, l'amour-propre est le paradis. L'amour-propre au niveau de la personnalité ou l'amour-propre au niveau de l'essence. Si j'ai un véritable amour-propre, cette valeur intérieure, alors je ne suis pas sensible aux critiques, au regard des autres, à la considération intérieure. Et cette considération intérieure joue un rôle prédominant dans nos vies. Pour certaines personnes, elle tourne même à l'obsession. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les générations actuelles, avec l'importance des écrans et de l'image, l'importance d'être suivi ou de ne pas être harcelé sur les réseaux, cette considération est devenue de plus en plus prégnante et de plus en plus emprisonnante. Et c'est catastrophique. Et encore, c'est là où le lien entre l'énéagramme des 9 types et la 4e voie est beaucoup plus important que tout ce que tout le monde se représente. Parce que si on regarde de plus près ces pièges d'illusion que j'ai montrés, et si on sait que le type 9 est le prototype de tous les types, il trône en haut de la figure parce que tous les types sont des variations du type 9. Donc les problèmes au niveau de la personnalité que le type 9 présente sont des projections de la problématique avec l'essence, de sa rupture avec l'essence et toutes ses conséquences. Et c'est aussi l'archétype de la problématique essentielle, métaphysique de tous les types. Et donc le type 9, quel est son piège d'illusion? C'est la considération. Et le pendant de la considération, ce qui va avec, c'est la conformité mécanique. C'est-à-dire être centré sur ce que les autres pensent de nous, comment les autres nous perçoivent et s'y conformer. C'est toute la genèse de la fausse personnalité qui est inscrite dans ce point 9 et qui concerne tous les types. Je considère intérieurement, je suis centré sur ce que les autres pensent de moi, la manière dont ils me perçoivent, parce que je veux recevoir leur considération et leur amour, et je me conforme mécaniquement aux attentes perçues de l'extérieur. C'est comme ça que j'ai bâti ma personnalité. Le point 7, quant à lui, nous propose le piège de la fausse imagination qui est le moteur de la considération et de l'identification. Et il porte le remède avec la notion de travail sacré. Le point 9 porte aussi le remède, puisque l'idée sacrée du point 9, c'est l'amour sacré. Et lorsque je touche de manière totale, complète, cet amour profond et total que je peux recevoir à l'intérieur, depuis l'intérieur, quelque part, c'est la seule manière de me libérer de la considération intérieure. Puisque je reçois cette considération depuis la plus profonde partie de moi-même, alors je peux entrer dans la considération extérieure qui est l'inverse de la considération intérieure. C'est moi qui donne de la considération aux autres. Je n'attends plus qu'ils m'en donnent. Je ne suis plus dépendant de la considération. Et je n'ai plus besoin de me conformer mécaniquement aux attentes que je perçois de l'extérieur. Pour revenir au travail sacré sur le point 7, c'est la clé de sortie. La tradition de l'énéagramme, tout comme certaines traditions ésotériques, notamment celle du chamanisme ésotérique, en tout cas selon Louis Sansa, la tradition de l'énéagramme nous indique que notre âme a l'âge qu'elle a passé dans le temps réel. Et le temps réel, c'est justement celui dans lequel nous touchons, par un acte de volonté, à la conscience de soi.
Donc l'âme à l'âge, mon âme à l'âge que j'ai passé dans la véritable conscience de moi-même. C'est pourquoi, enfant, nous sommes encore en contact avec l'essence, l'essence se développe. Lorsque nous perdons conscience de cette essence, elle cesse son développement. Mais à chaque fois que nous en reprenons conscience grâce à cet acte de volonté qui conduit à la conscience de soi, l'essence reprend et poursuit son développement. Et dès que nous quittons cet espace de conscience, le développement cesse, et ainsi de suite. Et ça, c'est le travail sacré du point 7. Le travail sacré qui est un travail de rappel à soi-même, un travail de conscience de soi, qui empêche l'imagination de courir librement et empêche donc l'identification et la considération. C'est la porte de sortie. Et donc la seule manière de résorber l'identification et son corollaire, sa fine pointe quelque part, la considération, qui est l'identification aux personnes, c'est d'en avoir une pleine conscience, une pleine connaissance. On peut assez facilement les observer chez les autres, mais il faut être lucide, c'est pas parce que nous ne le voyons pas chez nous que nous ne sommes pas concernés. Au contraire, moins on le voit, plus on en est victime, plus on est concerné. Et donc, pour terminer sur cette notion de développement possible de l'être humain, d'évolution de l'homme ou de l'être humain, Ouspensky insiste sur la nécessité de comprendre que lorsque l'on utilise le mot homme ou le mot être humain, nous utilisons invariablement le même mot pour décrire des degrés différents. Tout comme le terme de conscience est soumis à une interprétation et à une vision tout à fait fragmentaire, qui n'intègre pas les différents degrés de la conscience, la notion d'homme au sens neutre ou d'un être humain est fausse. En tout cas, elle est fragmentaire. Et je cite, « L'homme qui n'est jamais conscient et qui ne le soupçonne pas, l'homme qui lutte pour devenir conscient et l'homme pleinement conscient ne sont pas différenciés dans notre langage habituel. » Fin de citation. Et M. Gurdjieff disait que pour un enseignement nouveau, il fallait un langage nouveau. Un langage qui donne de manière totale toute la complexité de l'être humain et ses différentes caractéristiques, son fonctionnement et ses possibilités. Ouspensky nous dit que l'enseignement distingue 7 catégories d'êtres humains. Les 3 premiers se situent au même niveau. On parle dans la 4e voie d'homme numéro 1, c'est toujours au sens neutre. Même si je sais que ça peut choquer, on parle d'homme en termes d'être humain. Mais c'est plus facile de dire homme numéro 1 que être humain numéro 1, être humain numéro 2. Donc je vais reprendre cette terminologie. On parle d'un homme numéro 1, 2 ou 3 selon les centres dominants. Homme numéro 1, c'est le centre instinctivo-moteur qui domine. Homme numéro 2, c'est le centre émotionnel. Homme numéro 3, c'est le centre intellectuel. Et là, on retrouve la notion des groupes dans l'énéagramme. Selon le centre dominant, nous ne sommes pas dans le même groupe d'énéatypes. Donc l'énéagramme des 9 types est vraiment un outil très intéressant pour comprendre un peu plus en détail ce qu'on veut dire dans la 4e voie et surtout pouvoir plus facilement s'observer soi-même. Ensuite vient ce qu'on appelle l'homme numéro 4, qui n'est pas né tel quel. L'homme numéro 4 est le produit d'une école. La différence avec les hommes numéro 1, 2, 3, c'est que l'homme numéro 4 commence à se connaître lui-même. Il comprend sa propre situation et il acquiert un centre de gravité permanent. Qu'est-ce que ça veut dire un centre de gravité permanent? Ça veut dire qu'au lieu d'être soumis à tout un ensemble de désirs contradictoires, il y a un désir qui commence à prendre l'ascendant sur les autres. Ça veut dire que, je cite, « l'idée d'acquérir l'unité, la conscience, un moi permanent et la volonté, c'est-à-dire l'idée de son développement, est déjà devenue pour lui la plus importante que ces autres centres d'intérêt. » Fin de citation. Donc l'homme numéro 5 a quelque part un centre de gravité qui est la conscience de soi. L'homme numéro 4 est un intermédiaire, il a cristallisé tous ses désirs autour d'un désir fondamental qui en réalité est l'origine de tous les désirs. Tous nos désirs sont des imitations et des compensations de ce désir fondamental qui est ce désir d'être. Et l'homme numéro 4
par ses décisions qu'il matérialise dans ses actes, dans ses tentatives de présence à lui-même et d'observation de lui-même, commence ou a un centre de gravité qui est l'évolution intérieure. Toute sa vie commence à tourner autour de ce centre de gravité. Je vis une épreuve, je l'utilise pour m'observer moi-même. Je vis une difficulté, une situation particulière, je l'utilise pour m'observer moi-même. J'ai besoin que ce désir de me connaître moi-même, de m'éveiller, devienne le centre de gravité de ma vie. Sans quoi, je vais rester toujours au même niveau. De plus, ces fonctions et ces centres sont mieux équilibrés. Et cela à un niveau qu'il n'aurait jamais pu atteindre sans un travail sur lui-même, mené en fonction des principes et des méthodes d'une école, une école initiatique, une école de développement intérieur. C'est la différence, les hommes numéro 1, 2, 3, les centres sont déséquilibrés, il y a un centre qui domine, il y a un centre qui est utilisé en soutien du centre dominant, et il y a un centre qui est réprimé. C'est toujours la loi de 3, un centre dominant, un centre présent mais utilisé, et un centre réprimé. Alors que l'homme numéro 4 a rééquilibré ses centres. Et lorsque les centres sont rééquilibrés, quelque chose peut commencer à émerger, quelque chose peut advenir à l'intérieur. Et donc c'est la transition vers l'homme numéro 5, c'est le chaînon manquant. L'homme numéro 5 a acquis l'unité, et il a acquis la conscience de soi. Un des centres supérieurs est déjà en fonction en lui, contrairement aux précédents, 1, 2, 3 et 4. Le centre supérieur, c'est le centre émotionnel supérieur qui donne accès au sentiment. Le sentiment qui est une qualité beaucoup plus subtile de l'émotion, une émotion subtile. L'homme numéro 5 possède de nombreuses fonctions et pouvoirs que l'être humain ordinaire ne possède pas. L'homme numéro 6 a acquis la conscience objective, le dernier état de conscience, l'état de conscience le plus évolué, le plus élevé. Et chez l'homme numéro 6, le second centre supérieur fonctionne, le centre intellectuel supérieur. Il possède alors un bien plus grand nombre de facultés et de pouvoirs nouveaux. L'homme numéro 5, les pouvoirs, ce n'est pas forcément des pouvoirs au sens où on l'imagine. La conscience de soi, la maîtrise de la conscience, l'unité intérieure, la possibilité d'avoir un cap et de rester sur ce cap, quelles que soient les conditions, la volonté, tous les attributs de la conscience. L'homme numéro 6, on pourrait imaginer des pouvoirs d'un autre ordre. Par exemple, ceux que M. Gurdjieff a, à de nombreuses reprises et devant de nombreux témoins, témoigné. Une capacité de télépathie, de parler directement à l'esprit de la personne. Ouspensky en a témoigné dans son livre « Fragments d'un enseignement inconnu ». Il y a d'autres choses qu'il a matérialisées, qu'il a manifestées, qui sont complètement inaccessibles à un être humain tel que nous le concevons, et que nous voyons peut-être comme des chimères ou des fantasmes, comme quelque chose d'impossible. Or, les personnes qui ont connu M. Gurdjieff ont décrit, par exemple, je me rappelle d'une personne qui se prétendait venir des Indes, je crois, être un maître hindou, mais qui venait d'un pays de l'Europe de l'Est. Personne n'était au courant. Nicolas Tcheretchenko le présente à M. Gurdjieff, et M. Gurdjieff lui parle dans sa langue maternelle. Et apparemment, il l'a insulté, peut-être de la pire insulte qu'il aurait pu lui dire dans sa langue maternelle, alors qu'il n'était pas censé savoir non seulement quelle était sa véritable origine, sa véritable nationalité, quelle était sa langue, et il n'était même pas censé parler sa langue. Et ça, c'est un exemple parmi des tonnes d'exemples. Peut-être qu'on touche là à ce que peut représenter un homme numéro 6, mais moi je considère que c'est quelque chose de très lointain, donc il est nécessaire de se centrer sur là où nous en sommes, homme numéro 1, 2, 3, et d'essayer de devenir cet homme numéro 4 qui a équilibré ses centres. Et pourquoi pas l'homme numéro 5 qui a acquis la conscience de soi. Le reste est un épanouissement de ce travail. L'homme numéro 7 est un homme qui a atteint tout ce qui est possible à un homme ou à une femme. Il possède un moi permanent et une volonté libre. Il peut contrôler en lui-même tous les états de conscience et il ne peut plus perdre ce qu'il a acquis. Alors que l'homme numéro 5 ou 6 peuvent perdre ce qui a été acquis.
Donc cette distinction des 7 catégories d'êtres humains est extrêmement importante et elle permet de comprendre beaucoup de choses, nous dit Ouspensky, notamment la religion, la science et la philosophie. Il existe une religion des hommes numéro 1, une religion des hommes numéro 2, etc., jusqu'à une religion des hommes numéro 7. La religion de l'homme numéro 1, c'est une sorte de fétichisme. La religion de l'homme numéro 2, c'est une religion de dévotion, une religion émotionnelle ou sentimentale qui peut parfois tourner au fanatisme, à l'intolérance, à la persécution des hérétiques, etc. Et une religion de l'homme numéro 3, c'est une religion théorique, scolastique, qui insiste sur les mots, sur les formes, sur le rituel, duquel il ne faut pas bouger. Une religion de l'homme numéro 4, c'est-à-dire une religion de l'homme qui travaille au développement de lui-même. Une religion de l'homme numéro 5, c'est-à-dire de l'homme qui est parvenu à l'unité intérieure et qui peut enfin voir et connaître énormément de choses qui ne sont pas à la portée des hommes numéro 1, 2, 3 et 4. Et enfin, une religion des hommes numéro 6 et 7 dont nous ne pouvons rien savoir là où nous en sommes. De la même manière, il existe un art de l'homme numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Il s'agit d'un nouveau langage, nous dit Ouspensky, qui permet une compréhension différente de ce que nous observons. C'est pour lui la 4e définition de la psychologie, c'est l'étude d'un nouveau langage. Et ce nouveau langage et cette nouvelle langue sont universels. C'est ce langage universel que les hommes tentent de découvrir ou d'inventer. Et il dit que ce n'est pas métaphorique. Cette langue, elle est universelle dans le même sens que les symboles mathématiques sont universels. Parce que cette langue permet de décrire la situation objective de l'être humain et de toutes ses possibilités. Donc j'en ai fini avec cette vidéo. C'est un format un peu long, mais c'est intéressant finalement pour permettre un tri. C'est un peu dommage de le dire comme ça, mais les conditions modernes sont de plus en plus destructrices pour ses capacités, ses possibilités de travail intérieur. Ces vidéos dans lesquelles on passe tout le temps, on passe d'une vidéo à une autre qui dure quelques secondes, ont un effet destructeur sur l'attention. Or, ce travail d'éveil intérieur est un travail d'attention. Quelqu'un qui n'est pas capable de suivre une vidéo de 2 heures, même en plusieurs fois, est possiblement mal parti pour faire ce travail qui nécessite non seulement de cultiver l'attention, de ramener son attention, mais aussi de diviser son attention. Par exemple, quand il dit que nous aimons ce qui nous fait du mal, eh bien, on peut être tenté de se laisser aller à se plonger dans des vidéos de plus en plus courtes, de plus en plus rapides, alors que ça a un effet tout à fait catastrophique sur nos capacités d'attention. Et il y a un lien de causalité très très exigu entre l'attention et la conscience. L'attention peut être complètement dispersée, elle peut être captivée par une télévision ou un livre, elle peut être concentrée lorsque j'ai besoin de ramener l'attention pour résoudre un problème, et elle peut être divisée. Et cette division de l'attention est la clé de ce qu'on appelle la conscience de soi. M. Gurdjieff l'a expliqué, dans Fragments aussi, je ne peux pas donner ces clés dans des vidéos. Pour les membres de la chaîne, ceux qui ont souscrit un abonnement, même dans les niveaux les plus bas de souscription, je donne certains matériaux, certains indices pour permettre de préparer le terrain pour ce travail d'observation de soi et de conscience de soi. Si vous souhaitez avoir accès, Nicolas Terechenko dans Gurdjieff et la 4e voie donne des clés. Louis Sansa dans La Voie du Sentir donne des clés pratiques. Je ne m'autorise pas, comme on me l'a conseillé d'ailleurs, à donner publiquement ces clés. Mais elles sont accessibles pour qui peut chercher. Mais il est vraiment préférable de bénéficier d'un accompagnement parce que les erreurs sont légion et elles peuvent être fatales sur ce travail. Ce sera mon avertissement, mon conseil. Attention, et d'ailleurs c'est ce que dit Ouspensky, je ne peux pas faire ce chemin seul. J'ai besoin d'un assistant. Je ne vais pas entreprendre l'ascension de l'Everest tout seul. Déjà, j'ai besoin d'être préparé physiquement, psychologiquement, d'être suivi même médicalement, qu'on me dise c'est bon, tu peux y aller. Et ensuite, j'ai besoin d'un Sherpa qui va porter mes affaires parce que je ne pourrais pas le faire tout seul, et d'un guide qui va m'expliquer comment faire, comment respirer, comment mettre l'oxygène, etc. C'est vraiment analogue sur un travail intérieur.
Je ne peux pas m'y lancer seul et je déconseille à quiconque de se lancer seul. Si ça vous intéresse de voir la complexité et la difficulté de ce travail, je peux vous conseiller une lecture. J'en ferai sûrement une vidéo à propos d'un être assez exceptionnel qui, lui, a été forcé par le destin de cheminer tout seul, parce qu'il n'a pas trouvé, il a cherché avec énormément d'intensité et de volonté quelqu'un qui puisse l'accompagner, mais il n'a pas trouvé. Donc il a cheminé seul. C'est Édouard Salim Michael, et toute sa vie est décrite dans l'ouvrage de son épouse, qui s'appelle « Le prix d'un destin remarquable ». Et là, on se rend compte à quel point, qu'est-ce qui est demandé comme qualité, à quel niveau d'exigence se situe ce travail d'éveil intérieur, et qu'est-ce qui est demandé de nous, et est-ce qu'on peut vraiment le faire seul. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, ou une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour la suite de ces conférences.